ma belle Catarinetta. Les surprises de la deuxième journée de championnat. Dans un instant, tous les résultats. Chantier naval, espoir de reprise à la Seine. Un industriel marseillais, Maurice Génoyer, est candidat. Beyrouth, nouvelle victime. 13 morts, 90 blessés dans un attentat anti-syrien. Il a tué frère et mère pour ne pas passer à côté de l'héritage. Steve Benson, les tabacs Benson, à 2 doigts de la chaise électrique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pourquoi attendre plus longtemps? Vous êtes certainement très anxieux tous de connaître les résultats de la deuxième soirée de championnat de football. Plusieurs grands clubs jouaient à l'extérieur et quand on ne joue pas chez soi, il y a souvent des surprises. Nous allons voir ça tout de suite avec Yves Kupferminck qui a passé une bonne soirée au Parc des Princes. Et oui Francine, les absents ont eu tort car c'est un très bon match que nous ont offert ce soir le Racing Club de Paris et le Havre ici en maillot vert. Le Havre qui s'est créé la première occasion dangereuse avec cette superbe reprise de volée de Vidot qui passe de très peu au-dessus de la transversale de Pascal Olmeta. Le Racing Club de Paris va se mettre à l'abri dès la 21e minute sur ce corner d'Umkérez prolongé par Bossis pour Pierre Lidbarski. Pierre Lidbarski qui ouvre la marque et qui inscrit au passage son premier but sous les couleurs parisiennes. Sur sa lancée, le Racing a bien failli marquer un deuxième but quelques minutes plus tard avec Halim Ben Mabrouk qui ici passe entre deux joueurs, tire sur le poteau, Ben Mabrouk qui récupère le ballon mais qui malheureusement pour le Racing ne peut le transmettre à l'un de ses coéquipiers. C'est donc sur le score d'1-0 pour le Racing qu'intervient la mi-temps. Une mi-temps qui s'est terminée sur un tir sur le poteau et qui va reprendre pratiquement de la même façon avec cette fois une superbe frappe de Pierre Lidbarski sur la transversale de Casanova. Le Havre a eu chaud et le Havre va très bien réagir sur cette action amenée par le meilleur Havrais ce soir, Vidot, qui transmet à Witzek, lequel va donner en retrait pour Carpentier. Un bon centre pour Monteil qui loge le ballon au ras du poteau de Pascal Olmeta qui n'a pas esquissé le moindre geste. Et c'est un peu la surprise, le Havre qui revient à un but partout. Mais le Racing Club de Paris va faire la différence tout de suite grâce à Francescoli qui donne ici pour Germain un centre dévié par Francescoli. Une reprise de Luis Fernandez, peut-être en position de hors-jeu. En tout cas, Luis Fernandez qui donne la victoire 2-1 au Racing Club de Paris. On va voir les autres résultats de cette deuxième journée avec 3 matchs nuls 0-0 entre Brest et Marseille, entre Lille et Bordeaux et entre Saint-Étienne et Nancy. Match nul également mais 1-1 entre Toulon et Nantes. Le Paris Saint-Germain s'impose à l'extérieur à Auxerre, 2-1, 2 buts de Jules Bocandé. Metz l'emporte 5-1 sur son terrain contre Sochaux. 1 but partout entre Laval et Lens. Toulouse bat Monaco 2-1. Et donc 2-1 pour ce match Racing Club de Paris, Le Havre. Ce qui nous donne au classement le Paris Saint-Germain seul en tête avec 4 points. Devant Marseille, Bordeaux, Brest, Nice et Toulouse, chacun 3 points. Et en bas du tableau, Laval est 17e, Sochaux 18e. Le Havre et Monaco ferment la marche avec 0 points. En sport automobile, les pilotes de Formule 1 ont pu découvrir aujourd'hui la nouvelle piste de Budapest. Vous savez que le Grand Prix qui sera disputé dimanche en Hongrie sera une première pour les pays de l'Est. Alors, à cette première séance d'essai cet après-midi, les plus rapides ont été le Britannique Mansell et le Brésilien Piquet, tous deux sur Williams Honda. Alain Prost, le Français sur McLaren, est 5e. Et demain soir, on connaîtra la grille de départ. William Normand, le jeune prothésiste dentaire tué par le policier Éric Léniel, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Montreuil. La cérémonie a été brève, l'atmosphère très tendue et il y a eu des moments douloureux. La maman de William Normand a laissé échapper son désespoir. Quelques centaines de personnes formaient le cortège, beaucoup de jeunes motards, des sympathisants de l'association SOS Racisme et des habitants de Montreuil. Un
Un industriel marseillais, Maurice Génoyer, est candidat au rachat des chantiers navals de la Seine. C'est l'un des 3 sites de la Normed. Il emploie 2400 personnes. Monsieur Génoyer a estimé au cours d'une conférence de presse qu'il pourrait créer à la Seine 1 millier d'emplois dans les années à venir, mais en ne travaillant de loin pas uniquement pour la navale. Pour l'instant, l'administrateur provisoire n'a dit ni oui ni non à cette offre de reprise. Notre correspondante Marie-Claude Slick a perçu sur place un certain scepticisme. Le dossier qu'a présenté Maurice Génoyer a pour l'instant peu convaincu. Cet industriel marseillais, patron de la phocéenne de métallurgie et qui s'était présenté sans succès aux dernières législatives dans les Bouches-du-Rhône, propose la création d'une nouvelle société sur le site. Celle-ci ne reprendrait pas le secteur de la marine marchande en déficit, mais conserverait pour le développer le secteur naval militaire et les activités de diversification pour la fabrication de matériaux composites, en y ajoutant un secteur de la phocéenne de métallurgie, soit les activités hydrauliques, fabrication de pompes, vannes, etc. Cette société ne demanderait pas de subvention à l'État et emploierait environ 700 personnes, soit 35% de l'effectif actuel. Tout projet industriel est précédé d'une étude de marché. Or, ici, seul l'hydraulique en a fait l'objet. Le projet présente sans doute un intérêt économique, mais il est manifestement encore mal défini et en tout cas vite préparé. Pourquoi cette précipitation et cette publicité alors que ni l'administrateur judiciaire de Normed ni les pouvoirs publics n'ont encore été consultés? L'intersyndicale présente à cette conférence et attentive à toute solution industrielle a accueilli ces propositions avec une certaine réserve. Le projet de loi de François Léotard sur l'audiovisuel a été adopté sans surprise à l'Assemblée nationale. Les députés ont rejeté la motion de censure socialiste. Lundi prochain, une commission mixte paritaire sera chargée d'établir une version commune aux députés et aux sénateurs. L'adoption définitive pourrait avoir lieu mardi, après quoi vacances pour les parlementaires. Mais la procédure sera peut-être rallongée par la saisie sur ce texte du Conseil constitutionnel, bien souvent sollicité en ce moment. Or, le garde des Sceaux, Albin Chalandon, vient de lancer un pavé dans le monde politique. Il met en cause précisément le Conseil constitutionnel en disant en gros que les 9 sages outrepassent leur pouvoir. Ce type de réflexion n'est pas nouveau concernant le Conseil constitutionnel, mais venant du garde des Sceaux numéro 3 du gouvernement, il pèse lourd. Marion Desmar et Arlette Chabot. Valéry Giscard d'Estaing élargit la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel au Parlement. 60 députés ou 60 sénateurs peuvent désormais directement faire appel aux 9 sages. Au fil des années, le nombre des saisines a considérablement augmenté, 166 depuis 1974. Cela devient même une pratique habituelle pour l'opposition, l'ultime recours contre un projet gouvernemental. Conséquence, les responsables de la majorité et les membres du gouvernement ne sont pas contents. Exemple, 1982, annulation d'une partie de la loi de nationalisation. Pierre Mauroy proteste. Lionel Jospin clame, lui, on ne peut substituer le gouvernement des juges au gouvernement du peuple. François Mitterrand, devant les attaques de la gauche, regrette que Roger Frey, le président de l'époque, soit mis en cause. Depuis le 16 mars, comme en écho, c'est la nouvelle majorité qui râle lorsque le Conseil dit non. Jean-Claude Gaudin, Michel Dornano parlent de dérapage. Jacques Chirac, lors de sa conférence de presse, avait indiqué à son tour « On ne doit pas laisser se développer le gouvernement des juges ». Et la majorité de faire remarquer que le président du Conseil s'appelle Robert Badinter. Alors, le Conseil constitutionnel, qui certes utilise à plein ses pouvoirs, va-t-il trop loin? Certains estiment que la menace du jugement